On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Nouvelle saison, nouveau décor, une élection fédérale et municipale à venir dans quelques semaines. Mais aujourd'hui, on se concentre sur les fédérales. L'ex-député libéral Jean Rioux revient à la dernière minute comme candidat, mais d'abord, la députée sortante, la bloquiste Christine Normandin, sollicite un deuxième mandat. Élection fédérale, c'est dans quelques jours à peine. Certains peuvent déjà voter dès maintenant. C'est une élection évidemment assez rapide dans la mesure où c'est une des plus courtes de l'histoire du Canada. En même temps, on le sait, on est en situation de gouvernement minoritaire, donc ça fait pas tant longtemps qu'on était en élection. Et peut-être qu'on aura droit à un autre gouvernement minoritaire, on le saura dans quelques jours. Mais ici, dans le comté de Saint-Jean, la députée sortante, la bloquiste Christine Normandin, elle demande un deuxième mandat. Elle est avec nous. Bonjour et bienvenue. Merci de me recevoir. Plaisir de vous retrouver. Ça fait combien de temps que vous êtes députée? Ça fait même pas 2 ans. On est à 23 mois à peu près, là. Bon. Pourquoi revenir? Je comprends que l'élection est précipitée parce que le premier ministre l'a déclenchée rapidement, mais qu'est-ce que vous avez apprécié de ce premier 2 ans comme député de Saint-Jean? Bien, en fait, pour commencer, je dirais que c'est un mandat qui a été assez particulier. Là. On a siégé de façon normale, je pourrais dire, pendant peut-être 6 semaines en tout sur ces presque 2 années de mandat-là. On a plus été dans la gestion de la pandémie qu'autre chose. Donc, pourquoi revenir? Bien, pour compléter ce qu'on voulait faire dès le départ, qu'on a dû un peu mettre sur la glace pendant la pandémie. Et c'est du travail aussi avec d'autres organismes, d'autres organisations qui avaient aussi, eux aussi, des projets avec lesquels on voulait faire un petit peu de pouce, mais qu'eux aussi ont dû mettre sur la glace. Donc, on souhaite pouvoir poursuivre le travail. Votre élection et celle de vos collègues à la dernière élection a un peu, disons, ouvert la voie un peu à la résurrection du Bloc. Parce qu'on va se le dire, avant la dernière élection, ça battait de l'aile pas mal. Je pense que Yves-François Blanchet est arrivé, a eu une bonne performance au débat d'il y a presque 2 ans maintenant. Je sens encore toujours, de la part de l'électorat, cette espèce de justification. Ouais, mais pourquoi on voterait pour le Bloc? On aime beaucoup Mme Normandin. Oui, le Bloc. On vote-tu par dépit? M. Blanchet, on l'aime bien, mais il a toujours l'air fâché. Mais j'entends toutes sortes de choses. Fait que c'est encore la même question. Pourquoi on voterait pour le Bloc alors que c'est un parti qui n'aspire pas à gouverner? En fait, cette question-là va peut-être toujours revenir un peu, mais personnellement, j'ai quand même l'impression de moins l'entendre cette fois-ci qu'à la dernière élection. Bon, nous, le défi, cette fois-ci, c'était justement d'avoir quelque chose d'un peu différent que l'effet Cendrillon qu'on a eu à la dernière course. Les gens se sont un peu réappropriés le Bloc, trouvaient ça sympathique qu'on puisse revenir en force. Et là, il fallait qu'on ait quelque chose de différent à présenter. Et ce qu'on a entendu sur le terrain nous a confirmé qu'on avait la bonne approche. Les gens ont apprécié le travail que le Bloc a fait pendant le mandat. Ils ont apprécié le fait qu'on a été le chien de garde des intérêts du Québec pendant le mandat et qu'on a surtout fait une espèce de transition d'un parti d'opposition à un parti de proposition. Ça, c'est quelque chose que les gens nous ont mentionné beaucoup, puis on l'a vu dans le bilan du Bloc québécois du dernier mandat. Bon. On peut affirmer, probablement sans trop se tromper, que dans une situation de gouvernement minoritaire, ce qui était le cas il y a 2 ans et ce qui risque peut-être d'être encore le cas pour les prochaines années, mathématiquement, ça favorise le poids du Bloc dans cette fameuse balance du pouvoir. Vous avez un réel poids, alors que si le gouvernement était majoritaire, ça serait une autre paire de manches. C'est sûr qu'on préfère un gouvernement minoritaire. On le mentionnait à plusieurs reprises. L'enjeu pour nous n'est pas la couleur du gouvernement, tant pis que le fait qu'il soit minoritaire. Et effectivement, on a plus de poids quand vient le temps de négocier. On avait déjà mentionné par le passé, par exemple, nous, on n'appuiera pas le budget s'il n'y a pas de soutien aux aînés, de transfert en santé, d'eau potable pour les Premières Nations. Donc, évidemment, on a plus de poids dans ce contexte-là, mais ça n'empêche pas qu'on est capable de faire un excellent travail d'opposition, même en étant dans un gouvernement majoritaire. Et mon meilleur exemple là-dessus, c'est le dossier de l'aluminium dont vous avez peut-être entendu parler. Moi, ce que j'entends dans l'électorat, j'entends des gens qui sont déchirés. L'électeur moyen qui va voter, pas celui qui vote pas. Celui qui vote, qui dit « Ah non, on voudrait voter pour Mme Normandin, on l'aime beaucoup, mais si on fait ça, on va probablement avoir un gouvernement minoritaire, ce qui fait que dans 2 ans, on va être encore pris des nouvelles élections. » Donc, je sens un déchirement de ces gens qui disent « Ah bon, Justin Trudeau, il veut une majorité, là, on va y donner, là, puis on va avoir la paix pour 4 ans. » Vous dites quoi à ces électeurs-là qui sont un peu tannés de toujours être sollicités, parce que sinon, perpétuellement, on va être en gouvernement minoritaire pour remarquer qu'il y a des pays dans le monde, c'est comme ça. Là. Mais les gens ici ne sont pas habitués à ça. Les gens se sentent un peu confortables à l'idée d'avoir un gouvernement majoritaire pour avoir la paix pour 4 ans. Vous leur dites quoi?
Bien, je leur dirais en partant que ça aurait été un bon moment pour que Justin Trudeau complète sa promesse de la réforme du mode électoral, considérant qu'on est de plus en plus dans un système politique qui ne favorise pas le bipartisme. Ça a été appelé à changer et les gens veulent voter pour des partis qui leur ressemblent. Il y a une multiplication de ces partis-là et c'est certainement pas en déclin le fait qu'on veut avoir justement plus de représentativité, plus de partis pour nous représenter. Donc, je pense pas que la solution est de dire on va donner des gouvernements minoritaires juste pour éviter d'avoir des élections. C'est appelé à changer de toute façon et peut-être que les partis aussi voudront pas nécessairement déclencher si rapidement que ça une élection en étant dans une situation minoritaire. Ça risque d'être un mandat qui va être difficile pour le prochain gouvernement, peu importe la couleur, d'autant plus s'il est minoritaire, sachant très bien qu'il risque de ne pas avoir d'opportunité facile de revenir avec un gouvernement majoritaire par la suite. Peut-être qu'ils seront moins tentés qu'on pourrait penser de déclencher une élection dans ce contexte-là. Donc, il y a ça aussi qui risque de jouer dans la balance. Je ne suis pas convaincue qu'on aura nécessairement une élection à court terme, malgré qu'on serait dans un gouvernement minoritaire. Un ami à moi m'a fait un commentaire intéressant dans les dernières semaines. On parlait politique, puis il me disait... Il dit, c'est dommage que Christine Normandin fasse partie d'une formation qui n'aspire pas à gouverner. Il dit, cette fille-là, elle serait probablement ministre au sein d'un parti qui gouverne. Avez-vous l'impression de perdre votre temps dans une formation dans laquelle vous ne serez jamais ministre, où on va toujours être un peu condamné, évidemment, dans cette politique fédérale, à jauger le fait qu'on est la balance du pouvoir, puis un gouvernement minoritaire. Comment vous vous situez, vous, là-dedans, personnellement, pour vos propres ambitions personnelles et professionnelles? Bien, je ne suis pas du genre à avoir des velléités d'être ministre ou quoi que ce soit, mais mettons qu'on met ça de côté, j'ai certainement pas l'impression de perdre mon temps dans la mesure où je défends les intérêts du Québec, mais d'un autre côté, j'ai certainement pas l'intention non plus d'être très longtemps à Ottawa. Je disais aussi un peu à la blague à des gens, bien, j'ai hâte finalement de perdre ma job d'une certaine façon. Je dis peut-être pas le 20 septembre, par contre, là, peut-être pas si vite que ça, mais éventuellement, ce à quoi j'aspire le plus, c'est l'indépendance du Québec. Et à ce moment-là, le Bloc n'aura certainement plus de pertinence à Ottawa. Donc, c'est dans cette optique-là que je suis députée. On verra pour la suite, je ferai autre chose au besoin, mais je ne me sens certainement pas inutile quand je défends les intérêts du Québec dans un Parlement étranger. Mais en même temps, la souveraineté, à moins d'un miracle à Québec, là, où le Parti québécois puis Québec solidaire sont à moins d'un virage qu'on ne voit pas venir, à l'aube d'une majorité, la souveraineté n'est pas sur l'écran radar. Là. On ne voit pas poindre à l'horizon cette souveraineté que certains souhaitent. Là. Mais j'ai toujours fait le parallèle avec ça, avec un pilote sur un poêle à gaz. Il faut qu'il y ait des gens qui soient là, qui soient prêts à réagir, advenant que le gaz arrive, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va déclencher un éventuel mouvement référendaire. Est-ce que ce sera un mouvement de la population, comme on a vu par exemple en Catalogne? Est-ce que ce sera une réaction à une décision prise par le fédéral? On n'a aucune idée quand est-ce que le prochain lac Meach sera. Et en attendant, on a cette responsabilité-là, surtout au Bloc québécois, de s'assurer que le Québec demeure en bonne position et ne soit pas affaibli et qu'il ait confiance pour la suite des choses en sa capacité à être parfaitement indépendant. Parlons des enjeux dans le comté de Saint-Jean, notamment les installations fédérales, base militaire, garnison, collège militaire, qui a quand même repris du service beaucoup plus qu'avant. Qu'est-ce que vous voyez comme potentiel de développement ou comme investissement ou comme changement qu'on doit appliquer auprès de ces installations? En fait, il y en a deux il y a deux institutions fédérales qui m'interpellent dans Saint-Jean pour lesquelles je veux garder un œil très actif. Le dossier de l'aéroport, c'est un travail qu'on a fait pendant la pandémie parce que NAVCAN voulait fermer la tour de contrôle. Il y a eu des études, ça a été reporté. Et je pense que c'est nécessaire qu'on maintienne la tour de contrôle à Saint-Jean pour un développement futur qui sera au choix de la ville. Mais il y a des beaux projets sur lesquels j'ai travaillé, entre autres, je pense notamment à un projet d'avion électrique sur lesquels des femmes pourraient compléter leurs heures pour devenir pilote commercial et on pourrait occuper l'espace aérien avec des avions qui font moins de bruit. Donc, il y a un beau compromis qui peut se faire là, mais l'importance de la tour de contrôle dans ce contexte-là est primordiale. L'autre aspect, c'est qu'on souhaite une relance verte. Ça va passer, entre autres, par l'agriculture. Le Bloc québécois souhaite, dans un horizon de 4 ans, avec des investissements de 300 millions de dollars, sortir des pesticides, sortir des néonicotinoïdes, sortir le plus possible du glyphosate, mais ça prend un accompagnement des agriculteurs et ça prend de la recherche. Et on a Agriculture Canada dans la circonscription. Donc, c'est deux aspects que je vais certainement suivre avec beaucoup d'intérêt. Et pour ce qui est des infrastructures militaires? Bien, le fait qu'on ait un retour de la formation universitaire au collège militaire, nous, ça justifie d'autant plus notre souhait qu'un militaire au Canada
Canada puisse faire sa formation entièrement en français, donc de bonifier l'offre de cours qui se donnera au Collège militaire. Bon, autre enjeu qui concerne entre autres les citoyens ici, c'est les fameuses douanes qui sont ouvertes en ce moment à sens unique. Des fois, on se pose la question comment ça se fait que le Canada et les États-Unis ne se sont pas mis d'accord pour synchroniser les affaires, là. Même encore aujourd'hui, je n'ai pas la réponse à ça, mais comment? Mais c'est un peu compliqué. Là. Les Américains peuvent rentrer, mais nous, on ne peut pas sortir, on ne peut pas rentrer aux États-Unis. Et je ne peux certainement pas parler pour les États-Unis parce que la décision ne s'est pas prise de notre côté parce que les douanes ont été ouvertes en ce sens-ci, mais la question se pose de savoir quels ont été les échanges qui ont eu cours entre les premiers ministres pour une certaine réciprocité des transports. Nous, on a toujours trouvé que le gouvernement avait été lent à réagir au moment de fermer les douanes quand il y a eu les premières phases de l'épidémie. Là, on se demande qu'est-ce qu'il y a eu comme incitatif pour qu'on puisse aller dans l'autre sens aussi, nous, vers les États-Unis, si on le souhaitait, ou encore, qu'est-ce qui a vraiment justifié qu'on ouvre cet accès-là à la population alors qu'on est en pleine 4e vague? Donc, il y a des questions qui se posent au niveau de la réciprocité, effectivement. On a aussi, dans le comté de Saint-Jean, des installations de Parc Canada. On sait qu'il y a déjà eu des travaux là, dans les dernières années. Est-ce qu'on prévoit autre chose au niveau de Parc Canada? En fait, moi, j'ai hâte de pouvoir continuer mon mandat là-dessus parce que pendant les élections, tout est un peu sur la glace et j'étais en discussion avec des représentants de Parc Canada, justement, au niveau de la réfection de la piste cyclable, voir de quelle façon on peut améliorer aussi ce qui est plantes et arbres le long de la piste cyclable pour éviter l'érosion. Est-ce que ce serait une possibilité de considérer de l'asphaltage versus le ruissellement que ça pourrait créer? Donc, sur cet aspect-là, au niveau environnemental et touristique aussi, ce qui peut être fait avec la bande du canal, c'est des choses sur lesquelles je veux continuer à travailler une fois l'élection passée. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire dans les prochains jours? Convaincre? Il me reste surtout à faire des tournées parc à parc parce que dans le contexte de la pandémie, on est un peu plus limité. On fait surtout des activités extérieures. On est un peu tributaire de la température, mais j'ai lancé une série d'assemblées de cuisine extérieures dans les parcs de toutes les municipalités de la circonscription. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on invite les gens quelques jours à l'avance en allant distribuer en porte-à-porte des petits tracts pour les inviter à me rencontrer. Donc, il me reste encore au moins 5 assemblées comme ça à faire, plus quelques débats. Et évidemment, convaincre un par un les citoyens, mais en prenant beaucoup plus le temps que dans une élection traditionnelle, on va dire. Christine Normandin, merci beaucoup. Plaisir. Reste avec nous parce qu'au retour, on reçoit l'adversaire de Madame. Ça sera un match revanche, le libéral Jean Rioux, qui revient et refait partie de cette élection. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Seth. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. On aura droit à un match revanche le 20 septembre prochain. L'ex-député libéral de Saint-Jean, défait à la dernière élection par la députée sortante, la bloquiste Mme Normandin, c'est Jean Rioux. Il ne devait pas être candidat. Au déclenchement même de l'élection, il n'était pas là. Et là, finalement, il est devant moi.
Alors, M. Rioux, que s'est-il passé? Bien, il y a eu un appel d'un certain M. Justin Trudeau. Du tordage de bras? Bien, je n'ai pas appelé ça du tordage de bras. Il m'a demandé de resservir mon pays. Et ce que j'ai considéré, j'avais refusé de me présenter au printemps. J'avais signifié clairement. Et quand le premier ministre appelle, c'est difficile de dire non. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai mis mon petit bonheur de côté, ma retraite. Et je me suis dit, je veux offrir un choix réel à la population d'être au gouvernement et de permettre finalement qu'on ait des investissements structurants à Saint-Jean, ce qu'on n'a pas connu dans les 2 dernières années. Pourquoi c'était non au printemps? Parce que j'avais pris au niveau, je pourrais dire, de la raison. J'avais le facteur qu'un de mes fils veut démarrer une entreprise, je voulais l'aider. Puis j'avais pris le goût à une retraite, un agenda très flexible. C'était aussi simple que cela. Mais à un moment donné, puis j'avais, comme je disais à Louise Bédard, la journaliste, j'avais résisté au chant des sirènes. Mais émotionnellement, j'aime faire campagne électorale. Ouais. Et je me suis dit, j'ai la chance de redonner à la population qui m'ont élu à plusieurs reprises et d'amener, parce qu'à l'époque où si on regarde juste le dernier mandat, retour de l'université militaire, investissement majeur, près de 500 millions à la barre, et de terminer un projet que j'avais commencé au provincial, la 35. Donc, ça change ma région. Et je n'ai pas besoin de vous cacher que j'ai un projet que je travaille depuis plusieurs années et que j'ai continué à travailler dans les dernières années, c'est-à-dire d'avoir un Centre canadien de la paix. On parle de 350 étudiants, d'un investissement minimum de 175 millions et on le retrouve dans le programme du parti. Et oui. Dites-moi, ça, là, ce projet-là, est-ce que ça faisait partie de la négociation avec M. Trudeau? Autrement dit, c'est correct, je reviens comme candidat, mais à condition que ce projet-là est dans la liste. Ça ne s'est pas fait dans cette... J'appellerais même pas ça une négociation. M. Trudeau connaît très bien le sujet. Et il l'avait donné en lettre de mandat à l'époque au ministre des Affaires étrangères, M. Champagne. Et c'est lui qui a ouvert la discussion en disant « Jean, ton projet, j'y crois. » Mais on a eu la pandémie et, évidemment, il y avait d'autres priorités. Et initialement, il n'était pas dans la plateforme. Oui. Il était dans la plateforme en 2019 et on le retrouve dans la plateforme de 2000. Donc, c'est ça? Bon, on l'a ajouté. J'avais parlé avec la ministre Mona Fortier, puis elle me dit, garde, tout s'aligne. Puis ça, avant la campagne, tout s'aligne pour qu'on le retrouve. Mais c'est sûr qu'en reparlant, et aussi, il y a un intérêt qui est encore plus grand, c'est qu'on fait le lien avec la réforme du bilinguisme, d'avoir une institution francophone, de permettre d'avoir davantage de francophones aux affaires étrangères et aussi d'intervention communautaire à l'international. Pourquoi ce projet-là vous tient tant à cœur? Parce que pour moi, on va créer une masse critique en éducation. On a une université, on a un cégep, on a un centre de recherche en horticulture. Donc, on va créer cette masse-là dans la région, mais aussi au niveau de l'université militaire, il va y avoir une complémentarité au niveau des professeurs. Donc, on va pouvoir avoir plus de professeurs, plus de programmes. Et hier, je n'ai pas à cacher que j'ai eu de la belle visite. Pablo Rodriguez, qui est venu et qui a dit, comme lieutenant du Québec, mettrait tout son poids pour que ce projet-là se fasse ici à Saint-Jean. La question que j'ai envie de vous poser, parce que vous représentez le Parti libéral de Justin Trudeau, pourquoi on est en élection en ce moment? Tout simplement parce qu'à l'élection de 2019, il n'y avait pas de pandémie. Et il y a eu des actions qui ont dû être posées. Et ce qu'on veut, et le premier ministre veut, c'est valider. Est-ce qu'on continue de la manière qu'on l'a fait? C'est-à-dire de s'assurer que tout le monde soit vacciné. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen de revenir à la vie normale. Deuxième chose, est-ce que vous êtes d'accord avec notre plan de relance économique jusqu'ici qui a fonctionné parce que 92 des emplois ont été retrouvés au Canada, son score aux États-Unis, c'est 75 seulement. Le gouvernement a été très généreux. Certains diront peut-être trop généreux ou trop longtemps généreux. Certains
pense même que ça a pu nuire à une certaine relance de l'économie. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui trouvent que la PCRU puis PCRE, c'était bon au début, mais qu'à un moment donné, ça a peut-être nuit un peu? Bon, première des choses, au niveau de l'emploi, on ne se cachera pas que le manque de main-d'œuvre, c'est pas nouveau. C'est clair. Le taux de chômage est à 7 Donc, on peut dire qu'on a retrouvé, puis on l'a vu, 92 des emplois, on les a retrouvés. Il y a des gens qui en avaient besoin. La PCU, elle a servi à quoi? On sait que 70 des gens sont à 3 mois de la faillite. Donc, on s'est assuré que ces gens-là puissent continuer, qu'on n'ait pas de faillite, puis que l'économie continue. Et surtout, que le gouvernement empruntait à 1 tandis que le citoyen aurait dû emprunter à du 7 Ce qu'on regarde aujourd'hui, elle a été là elle était complète lors des moments difficiles. Présentement, la PCU, c'est 300 $ par semaine, c'est 1 200 par mois. Les gens ne vivent pas avec ça. Donc, elle est là pour des secteurs, des travailleurs autonomes qui n'ont pas retrouvé leur travail. Mais surtout, il ne faut pas oublier, ça j'en ai eu connaissance, et probablement que vous en connaissez aussi, il y a des gens qui n'ont pas été résilients, qui ne sont pas capables de retourner sur le marché du travail, ils ont peur. Et ça, elle existe, cette peur-là. Encore hier, je rencontrais une dame qui me disait, moi, là, je fais une sortie par mois, je vais à l'épicerie et c'est tout. Je ne veux pas être en contact, je ne vais pas dans d'autres magasins, je ne fais pas d'autres sorties. Donc, elle existe encore, cette peur-là. Mais on a parlé beaucoup de la PCU, mais on a oublié de parler d'une mesure. Hier, je rencontrais les gens d'affaires et cette mesure-là, ils souhaitent qu'elle soit continuée. C'est la subvention salariale d'urgence. Les entreprises là, de la région, il y en a une qui me dit j'ai plus de puces, des micro-puces pour pouvoir continuer. J'ai arrêté ma ligne de montant. Un autre me dit il manque des châssis de camions Ford. Je devrais en recevoir 200, mais seulement au mois de janvier. Il y a un moyen que je suis capable de faire de la retention, garder mes gens, parce qu'il y a un manque de main-d'œuvre. Et cette expérience-là, on sait le temps que ça prend. Donc, hier, les gens d'affaires industrielles là, disent on veut que cette mesure-là soit maintenue, on veut garder l'expertise dans nos entreprises. Autre enjeu local, c'est l'avenir de l'aéroport. Évidemment, il y a un gros bout de l'histoire qui appartient à la ville. Il y aura une élection d'ailleurs provinciale, où on verra, municipale, pardon, et on verra évidemment l'aboutissement de ça. Mais quand même, le fédéral a son mot à dire. Il y a le maintien encore aujourd'hui de la tour de contrôle avec NAV Canada. Jean Rioux se positionne où par rapport à l'avenir de l'aéroport et l'avenir de la tour de contrôle à l'aéroport? Moi, je pense que ce dossier-là, on entend des gens dire on suit le dossier. Il ne faut pas juste le suivre, il faut le faire atterrir. On sait que l'ensemble des aéroports au Québec ont reçu de l'argent du fédéral, soit pour agrandir les pistes, soit pour agrandir leurs gares, soit pour développer des parcs industriels. Et pourquoi on a été à côté de ça? Moi, je m'engage à être là pour assurer qu'il y ait une survie tout en respectant l'acceptabilité sociale. Et ça que ça fait, on a une infrastructure qui vaut au-delà présentement de 80 millions. Combien de villes voudraient avoir cette installation-là? Et il y a seulement 6 tours de contrôle au Québec. À l'époque, j'ai travaillé pour la maintenir ici. Ça, c'est un dossier qui va être important, mais de s'assurer qu'elle fasse partie du dynamisme de la région, cet aéroport. Donc, vous souhaitez le maintien de l'aéroport, le maintien de la tour de contrôle et le développement de l'aéroport? Le développement, le développement industriel, et on peut le faire, et on sait qu'au niveau du parti, c'est le développement vert qui est notre priorité, de le faire dans ce sens-là, parce qu'il ne faut pas oublier que l'urgence climatique existe et qu'il prédomine, je pense, tous les enjeux présentement. Autre enjeu local qui nous touche ici, dans Saint-Jean, c'est les douanes. Évidemment, c'est proche de chez nous, puis il y a quand même des gens qui circulent des deux côtés. Comment se fait-il que le gouvernement canadien ne s'est pas assuré que le gouvernement américain puisse ouvrir simultanément la frontière? Ça, c'est une négociation qui se fait. Il y a des choix qui ont été faits aux États-Unis. Puis, est-ce qu'on a à se plaindre c'est sûr que les commerçants auraient aimé avoir les Américains venir ici, mais on sait que présentement, le taux de vaccination est assez faible aux États-Unis. Est-ce que c'est juste passager que ces douanes-là vont être ouvertes? C'est ce que je pense qu'il va arriver. Ce que je veux dire, c'est qu'en ce moment, les Américains peuvent rentrer ici, doublement vaccinés, ce qui est très bien probablement pour l'industrie touristique, principalement à Montréal. Mais moi, si je veux aller passer une fin de semaine à Plattsburgh, je peux pas. Effectivement. Sauf que vous savez que le taux de vaccination est faible aux États-Unis. Il y a des médecins, je l'avais écouté une nouvelle, qui disaient aux Canadiens,
ne venez pas aux États-Unis, le danger, il est grand. Donc, est-ce qu'on veut, parce qu'on veut retrouver de la vie normale. Et moi, je pense que c'est un atout présentement qu'on n'aille pas aux États-Unis. On dit en début d'entrevue que, bon, au printemps dernier, vous étiez confortable dans votre retraite, projet avec votre fils et compagnie. Là, finalement, vous avez fait le choix ultimement de vous présenter, même si l'élection était quand même déclenchée. Est-ce qu'on ne part pas un peu comme comment je dirais, avec un pied en bas de l'auto puis un dans l'auto? Je veux dire, Jean Rioux, à l'élection de 2015, là, il s'était préparé 2 ans d'avance. Là, vous arrivez comme un cheveu sur la soupe, là, de même, là, au début de la campagne. Puis on a eu une élection de 2019. Ouais. Si je peux vous dire que même pas 12 heures après que le premier ministre m'a appelé, il était 9 heures le soir, le lendemain à midi, j'avais l'ensemble de mon équipe est déjà réunie et était en place. Donc, le travail qui a été fait dans les 2 autres élections précédentes, donc, j'en ai profité et ça a été vous partez très pas rapide. trop loin, c'est ce que je comprends. Présentement, je ne sens pas. Je regarde, là, on a le même rythme de campagne qu'on avait à peu près aux 2 autres. Puis il faut que je pose la question parce qu'elle m'a été posée avant même que vous vous commettiez pour un retour en politique fédérale. Il y en a plusieurs qui ont pensé pendant un instant que Jean Rioux avait des intentions de briguer la mairie de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et, à la lumière des sondages entre M. Laplante et Mme Bouchard, certains se sont dit « Ah, Jean Rioux! » Y avez-vous pensé? J'ai été sollicité. Oui, ça, je le sais. Mais y avez-vous pensé, vous? Non, je n'ai pas pensé. Ça, c'était clair que je n'allais pas à la mairie. Vous avez déjà été dans le municipal? J'ai déjà été dans le municipal, mais c'est un autre monde. Il y a beaucoup plus de confrontation au niveau de la mairie et c'est pas. J'avais pas besoin de ça dans ma vie. Okay. Donc, si vous perdez le 20 septembre, vous ne serez pas candidat à la mairie le 21? Non, ça, c'est définitif. Donc, ça va rassurer quelques personnes qui nous Non, regardent. non, ça, c'est très, très clair, effectivement. Jean Rioux, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Bonne campagne. Merci. Reste avec nous. Au retour, le mot de la fin. Défi de manger local jusqu'au 30 septembre. Ça vient du regroupement des bonnes tables de la Montérégie. Donc, si vous voulez poser un bon geste, faites-le. Et vous avez plusieurs suggestions, allez sur le site Internet qui apparaît actuellement à l'écran. N'oubliez pas que tous les dimanches matins, 9h30 en direct, ici même à la télévision du Richelieu, c'est le Télébingo, 4 000 $ en prix, plus un autre petit 500 pour la boule chanceuse du jour. À demain. Bye-bye.